Avec Sarah Knafo, eurodéputée et candidate Reconquête à la mairie de Paris. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Sarah Knafo, vous regrettez vos propos ? Lesquels ? Comme ça ? Oui. Est-ce que je regrette mes propos ? Alors, C'est bizarre comme question. Bonjour à vous. Ceux que vous avez tenus au mois de mai 2025, on gagnerait à s'inspirer de la politique de Donald Trump. Alors, je considère que Ça prend, très fort, vous avez raison. un petit coup de vieux, ça, quand même. Alors, je considère qu'avec Donald Trump, on a parfois des objectifs intérieurs qui sont communs et des intérêts divergents. C'est une chose très importante à voir, c'est que Trump est finalement le représentant d'une grande vague occidentale sur plusieurs sujets, que ce soit la lutte contre les dépenses publiques néfastes, que ce soit la lutte contre l'immigration, notamment l'immigration clandestine. On parle pas de ça. Donc, prenez ma phrase dans son contexte, puisque quand je dis qu'on gagnerait à s'inspirer, c'est que moi je regarde tous les pays qui ont des objectifs similaires aux nôtres et je vois comment ils essayent de les mettre en application. Je regarde l'Italie de Meloni, je regarde l'Argentine de Milei, je regarde le Salvador de Bukele, je regarde Singapour, je regarde Hong Kong, bref, je regarde les modèles et ma passion, c'est de voir ce qui peut marcher, ce qui a déjà marché dans l'histoire, ce qui marche ailleurs dans le monde. Et son c'est comme ça comportement et ses déclarations concernant le Groenland, la façon dont il a lâché les Iraniens, la façon dont il nous maltraite, la façon dont il nous parle. Maintenant, on va prendre la deuxième partie de ma phrase. Nous avons des intérêts divergents. Il n'y a pas une nation au monde qui a les mêmes intérêts sur tous les sujets. Prenez même l'Allemagne, qui est un allié, le fameux couple franco-allemand. On a des intérêts divergents, par exemple, sur le nucléaire. On ne se parle pas comme ça entre Allemands et Français. On ne se parle pas comme les Américains nous parlent en ce moment. Ah, vous avez raison que les Américains, ça fait bien longtemps. Qu'est-ce que j'ai dit quand Trump a gagné l'année dernière ? J'ai dit il va y avoir un mérite à cette victoire, c'est qu'on va enfin voir de quoi l'Amérique est capable, parce que Trump, c'est l'Amérique éternelle, mais à visage découvert. C'est-à-dire qu'il nous fait ce que les Américains nous ont toujours fait, et on n'avait jamais entendu personne. Quand M. Pierucci, un cadre de notre industrie, a été enfermé dans les geôles américaines, c'était sous Barack Obama. Moi, j'ai pas beaucoup entendu François Hollande à l'époque dire que les États-Unis n'étaient pas notre allié. Quand on nous a fait rompre des contrats, notamment de sous-marins avec l'Australie, pareil, j'ai pas beaucoup entendu la classe politique. Où était Emmanuel Macron à ce moment-là ? Donc, ce que nous montre Trump, c'est que oui, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les autres puissances. Et que oui, il faut se défendre. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le Groenland. Mais c'est un allié. Quand on défend le Groenland, et on a raison de le faire, c'est un territoire qui appartient à une nation européenne. Pourquoi est-ce qu'on ne défend pas avec la même vigueur la Nouvelle-Calédonie ? Vous savez que la Nouvelle-Calédonie, elle est elle aussi soumise aux appétits chinois, aux appétits azéris. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va discuter avec des indépendantistes qui sont parfois des relais de la Chine et de l'Azerbaïdjan. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même vigueur quand ça nous concerne ? Donc moi, ce que je dis, c'est que... Mais vous dites bravo Macron ? Bravo à Emmanuel Macron. Moi, je suis toujours du camp de la France, c'est bien clair. Donc, je ne suis pas la porte-parole de Trump. Donc Emmanuel Macron a eu raison de tenir les propos qu'il a tenus ? Emmanuel Macron a raison de dire qu'un territoire européen ne peut pas être envahi. C'est absolument logique. Vous m'imaginez vous dire oui à une invasion ? Vous m'imaginez vous dire ça ? C'est absolument logique. Ce que je dis, c'est que nous avons des intérêts divergents et que notre intérêt, c'est de nous défendre en toutes circonstances. On a un devoir de puissance. Je dis pas bravo Emmanuel Macron quand il a mis 8 ans à se réveiller pour dire qu'il fallait faire un effort dans la défense. Je lui dis pas bravo pour ça. Il a toujours défendu une souveraineté européenne. C'est faux. Lors de son premier mandat. Vous vous rappelez quand Pierre de Villiers a démissionné ? Pourquoi il avait démissionné ? On l'a pas écouté. Exactement. Parce qu'Emmanuel Macron baissait le budget de la défense. Est-ce que c'est ça être visionnaire ? Je crois pas. Quand on dit gouverner, c'est prévoir. Depuis, on a mis plus d'argent. Il a mis 8 ans et on a perdu énormément de temps. On a un devoir de puissance et il faut l'appliquer. Juste un dernier mot sur Trump quand même, parce que là, sa coalition de la paix avec le Pakistan, avec la Turquie, avec la Biélorussie, personne ne peut l'accepter, ça quand même. C'est exactement ce que je vous dis, on doit être puissants, nous. Regardez le continent européen aujourd'hui. Ce que j'ai dit, depuis les États-Unis d'ailleurs, c'était... Avec l'élection de Trump, on va se rendre compte que la France doit être le leader militaire du continent européen. Regardez les Danois, ils se défendent aujourd'hui avec vigueur et ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à acheter des avions de chasse américains pendant tant d'années ? Ils se sont mis dans la main des États-Unis. Donc il faut plus d'Europe ? Pour changer. Donc il faut plus de France dans l'Europe. Il faut que la France soit au service de la protection du continent. C'est exactement ce que voulait faire le général de Gaulle. Je m'inscris exactement dans cette philosophie. Il disait... Grâce à la défense française, grâce au fait que la France soit le seul leader nucléaire du continent, grâce à une armée magnifique qu'on a aujourd'hui, et on a la chance de l'avoir, grâce à une industrie de défense exceptionnelle, on a toutes les cartes en main pour devenir le leader militaire du continent. Vous êtes candidate à la mairie de Paris. Parlons-en. J'ai regardé votre programme. C'est retour vers le passé.
Ah, c'est tout le contraire. Le périph' à 80, de nouveau, les voies sur berge pour les voitures. Avec vous, on va revenir au Paris de Georges Pompidou. Alors, si pour vous, la modernité, c'est de prendre de mauvaises décisions, ça, je vous confirme que je vais revenir sur les mauvaises décisions. C'est le Paris du tout voiture. Alors, c'est tout le contraire. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment regardé, mon programme. Il y a une promenade aussi au-dessus des voies sur berge. Merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. C'est pas un retour en arrière. A vu la promenade. C'est bien mieux que ce qu'il faisait, les gars. Franchement, le site, il est hyper attrayant. Abel a lu le programme, lui. Il va se promener. T'as raison, le site, il est hyper attrayant. Il est fait en intelligence artificielle. Il y a que des images et dans un avec, style très années 70 en plus. Alors, il y a beaucoup. C'est Sarah in Paris. C'est ça, quoi. Il y a énormément de commentaires d'un coup. Il faut expliquer de quoi il s'agit, parce que tout le monde n'a pas vu le programme, donc effectivement. Je vais revenir dessus. Si j'ai bien compris. 133 pages de programme. Voilà, unevilleheureuse.fr. Voilà. Dire que c'est un retour vers le passé, c'est ne pas l'avoir lu. La première page dit « Je veux projeter Paris dans le Paris de 2050 ». Ce que je veux dans mon programme, c'est réussir à faire ce lien entre le Paris éternel qu'on aime tous, le Paris magnifique, avec ce mobilier urbain magnifique qui a rendu Paris iconique, avec le fait d'imposer que les nouvelles constructions respectent l'harmonie, l'identité de Paris, l'identité esthétique de Paris. Il fallait pas construire la tour triangle alors. Ouais, exactement, oui, merci de le dire. Avec cette promenade magnifique, je respecte plus que personne l'esthétique parisienne. Ensuite, que faut-il faire ? Il faut projeter Paris vers 2050. C'est pas seulement le Paris éternel, c'est aussi un Paris moderne qui sait utiliser l'intelligence artificielle, et merci de le dire, pour mettre la technologie au service des citoyens. Quand la technologie peut apporter plus de sécurité tout en respectant les libertés, il faut utiliser la technologie. Quand la technologie peut nous permettre de fluidifier la circulation, notamment en dotant tous les feux tricolores de la capitale de capteurs intelligence artificielle qui sont à même de déclencher que le feu devienne vert, parce que c'est insensé quand vous êtes une voiture, vous êtes bloqué au feu rouge alors que vous voyez une rue vide devant vous. À l'inverse, un feu qui peut rester rouge parce qu'il sait que si vous avancez, ça va engorger les carrefours d'à côté. Tout ça, ce sont des choses basiques. C'est déjà en expérimentation. Mais expliquez-nous l'histoire de la promenade qu'Abel Alors, l'histoire de la promenade, j'en faire. Donc, aujourd'hui, vous avez les voies sur berge qui ont été fermées par Madame Hidalgo. C'est une des mesures fortes d'Anne Hidalgo. C'est une des mesures fortes de Madame Hidalgo. Je vais revenir à la manière dont elle a pris cette décision parce que c'est passionnant. On m'a raconté, quelqu'un de très proche d'elle à son cabinet me racontait que lorsqu'elle prend cette décision, elle se demande, il n'est plus à ses côtés et elle ne se représente pas. Donc cette personne me raconte que quand Madame Hidalgo prend cette décision, elle se dit quel symbole est-ce que je peux prendre, pardonnez-moi de la vulgarité, pour emmerder la droite. Et elle se dit quel meilleur symbole que de fermer une voie qui s'appelle voie Georges Pompidou. Donc elle le fait pour des raisons exclusivement politiques. C'est pas un climatologue qui lui dit attention, il faut fermer les voies sur berge. Elle se dit je vais en faire un symbole. C'est comme lorsque la mairie préempte pour faire un logement social place des Vosges à 40 000 € du mètre carré. C'est un symbole. Il faut bien comprendre comment ils prennent leurs décisions. Après, c'était aussi une façon de rendre les voies sur berge aux piétons. Je vais y venir. Bon, elles n'ont jamais été. Vous avez des quais de Seine qui sont déjà partout aux piétons, partout dans Paris. Et j'adore, je suis une grande promeneuse dans Paris. J'adore me promener là-bas, y compris sur les voies sur berge. Je vais y revenir. Donc elle prend cette décision, pardonnez-moi l'expression, pour faire un symbole bourrin de gauche. Et ensuite, vous avez la droite qui, pendant des années, s'y oppose, et puis soudain qui se dit, bon, maintenant, nous, on ne veut pas être bourrin à revenir sur la décision, donc on ne le fera pas. Et donc, vous avez toujours, pour la droite, cette timidité, avec une forme d'effet cliquet où quand la gauche fait quelque chose, ça devient banal et la droite n'ose plus y revenir. Moi, j'ose. Moi, je dis non, il faut revenir sur ça. Il faut rouvrir les voies sur berge. Parce que le fait de les avoir fermées a engorgé toute la capitale. Du ça coup, gêne vous fermez énormément. en revanche. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que puisque je vous dis, j'adore me promener dans cet endroit, c'est magnifique, on voit tous les monuments de Paris, je comprends que les piétons et les cyclistes aiment cet axe. Alors qu'est-ce que je propose ? De rouvrir à la circulation la voie basse et de construire au-dessus, ce qui sera à mes yeux une promenade magnifique. Alors justement, ce sont les seuls que je propose sur le mandat, et je précise, comme je l'ai dit à chaque fois, que pour tout travaux qui dépassera les 10 millions d'euros, donc pour tout projet sur la voirie, je solliciterai un référendum. Parce que ça suffit de prendre des décisions sans les Parisiens. Donc ce projet, moi, je l'ai construit, je le propose, je l'ai travaillé avec des ingénieurs en travaux publics, avec des architectes, je le propose, j'ai montré par intelligence artificielle pour que les gens visualisent ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, je les invite à aller voir, sarahpourparis.fr. Et ensuite, ce sont les Parisiens qui trancheront. Donc si j'arrive à convaincre sur ce projet, tant mieux. Je trouve que ce serait bien mieux, et pour les automobilistes, et pour les piétons, et pour les cyclistes, et pour les personnes handicapées, qui auront enfin une promenade facilement accessible, et pour les familles avec des poussettes, évidemment pour les riverains.
beaucoup moins de bruit, ce sera sur le quai-bas plutôt que sous leurs fenêtres, moins de pollution, parce que peut-être que vous le savez, qu'il y a beaucoup plus de pollution quand les voitures sont à l'arrêt et avec les systèmes de stop and go. Autre question, Jérôme Marty. Déjà, c'est mieux que ce que voulait faire un candidat socialiste il y a bien longtemps pour Toulouse, puisqu'il voulait couvrir le canal du Midi pour en faire une voie rapide. Donc bon, quand même mieux. Comme quoi la droite c'est mieux que la gauche. Elle a évolué. Non, pour Paris, puisque vous êtes candidate à la mairie de Paris, Paris c'est le premier désert médical. Donc c'est un vrai problème. On pense toujours à la Creuse, à la Lozère, etc. Mais en fait, le premier désert médical de France, c'est Paris. Comment on fait pour empêcher ça ? Vous avez entièrement raison. Donc ce que je propose dans mon programme sur la santé, je dirais 2 mesures principales jusqu'à ce que l'État fasse son travail. Vous savez que la compétence santé, c'est la compétence de l'État, mais tout ce que peut faire une mairie, je le ferai si demain je suis élu maire de Paris. Premièrement, rebasculer les subventions que je considère clientélistes à des associations politisées sur des associations vraiment utiles. Par exemple, celles qui travaillent sur la recherche sur le cancer. Première chose. Deuxièmement, vous savez qu'il y a un énorme problème de stationnement, notamment pour le personnel médical. Aujourd'hui, vous êtes infirmière, vous ne trouvez pas de place de stationnement. Anne Hidalgo en a supprimé 30 000 pendant son mandat. Ce que je propose, c'est de remettre des places de stationnement partout où ce sera pertinent, évidemment sans effacer des pistes cyclables, etc. Il ne s'agit pas de faire ça, de les remettre partout où ce sera pertinent et de proposer la première heure de stationnement gratuite pour tout le monde. Ça va aider les infirmières libérales à chaque fois qu'elles se rendent quelque part, mais pas seulement. Ça va aussi aider les menuisiers, les plombiers, ceux qui ont des choses à faire à Paris. Et tous les Parisiens vous disent aujourd'hui, c'est devenu impossible de trouver un professionnel, un entrepreneur qui vient chez nous. Exactement, parce qu'ils ne peuvent plus se garer, donc ils ne viennent plus, ils ne veulent plus rentrer dans Paris. Première heure de stationnement gratuite. Pour aider les restaurateurs, on en parlait, de midi à 14h, pareil, le stationnement gratuit. Parce que c'est anormal que des gens qui veulent aller au restaurant à Paris doivent budgéter 36 € juste pour le stationnement, avant même d'avoir pris la première entrée ou leur place, c'est déjà 36 €. Anormal. Je vais simplifier drastiquement le stationnement à Paris. Ce sera 5 € de l'heure et pour tout le monde, quel que soit le véhicule, quel que soit l'arrondissement. Tout ça, ça crée un manque à gagner pour la ville, vous l'imaginez, à environ 100 millions d'euros, que j'arrive très très largement à financer par un plan de 10 milliards d'économies sur 10 ans. Si vous voulez, on peut le développer. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de mesures de pouvoir d'achat dans mon programme qui vont aider les restaurateurs, qui vont aider les professionnels, qui vont aider tous les Parisiens, les familles à revenir dans Paris et à arrêter cette désertification et cette fuite des familles. Alors moi, 2 questions directes encore parce qu'il nous reste 3 minutes. D'accord. C'est une question de temps de parole. En février prochain va être présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui vise à permettre aux maires d'avoir autant de latitude que le préfet quant à la réquisition de certains bâtiments vides, justement, pour une utilisation que la commune estimera être utile. Est-ce que si vous bénéficiez de cette possibilité, vous mettrez une priorité sur le sujet des violences faites aux femmes, parce qu'on sait que pour les hébergements d'urgence, c'est très compliqué sur Paris. Donc, que comptez-vous faire si la loi passe, si la loi est validée ? Et deuxième point où je serai un petit peu taquin, il n'y a pas très longtemps, dans Valeurs Actuelles, vous avez émis la position de reconquête entre les LR et le Rassemblement national de façon équidistante. Ne pensez-vous pas que cette équidistance peut faire perdre la droite, peut invisibiliser le Rassemblement national et faire en sorte que vous soyez in fine la candidate qui va faire gagner la gauche? Alors, beaucoup de choses. Donc, première chose, jamais, je ne ferai perdre la droite. Au contraire, je suis là pour faire gagner la droite. Je suis là pour gagner. J'ai un véritable programme, 133 pages, on l'a évoqué. Je suis la seule candidate à cette élection à avoir publié un programme complet. Donc, attendez, j'aimerais que beaucoup le notent. Non, mais concrètement, si vous pouvez vous qualifier au deuxième tour, vous maintenez votre candidature si vous êtes derrière Rachida Dati, par exemple? Première chose, si je suis devant, je tendrai la main à toute la droite. D'accord. À toute la droite. Et quand je dis toute la droite, je vais jusqu'à tous les électeurs qui se sentent de droite, c'est-à-dire à ceux de Madame Dati, à ceux de Monsieur Bournazali compris, à ceux de Monsieur Mariani. Donc je tendrai la main à toute la droite parce que je considère que si on est sincère, si on dit vraiment que notre objectif, c'est de garantir la sécurité des Parisiens et des Parisiennes, vous avez parlé des femmes, si on est sincère quand on dit qu'il faut lutter contre les gabegies, si on est sincère quand on dit qu'il faut résoudre la crise du logement à Paris, alors on doit voter tous ensemble. D'accord. Si j'arrive derrière, je le dis de la même manière, je serai toujours constructive pour que la gauche ne continue pas. Donc vous soutiendrez Rachida Dati? Je le dis, je serai toujours constructive. Je me mets quand même dans une hypothèse où je vais être devant monsieur. Je me mets dans une... Mais est-ce que vous soutiendrez Rachida Dati? J'ai une seule stratégie dans cette campagne. C'est présenter le meilleur programme et miser sur l'intelligence et la liberté des Parisiens pour arriver devant. Je tendrai la main à toute la droite. Pour ce qui est de l'hébergement, vous parlez des réquisitions. Je considère que la mairie de Paris aujourd'hui a abusé de ses droits, abusé de son droit de préemption, qu'elle a créé en réalité la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui.
Dans le logement social, en principe, vous devriez avoir une priorité pour ces femmes victimes de violences. Pourquoi vous ne l'avez pas ? Parce qu'il n'y a pas assez de rotation dans le logement social. Vous avez des gens qui ont obtenu un logement social il y a des années, à l'époque où ils bénéficiaient de faibles revenus et donc ils correspondaient aux critères d'attribution du logement social. Depuis, ils sont restés dans ce logement social parce que la loi ne permet pas de les en faire sortir. Je considère que c'est pas ça la justice sociale. Ma vision de la justice sociale, ça va être de vendre 10% du parc de logement social à leurs habitants, à leurs occupants, notamment en les exonérant de frais de notaire, ceux qui sont à la main de la ville, c'est-à-dire 6,3%, de les exonérer pour qu'ils puissent accéder à la propriété. Ça va responsabiliser tout le monde. Ensuite, c'est de faire sortir ceux qui gênent tout le monde et qui ne respectent pas le logement social. Ce que j'entends par là, c'est de vrais délinquants, des gens qui trafiquent de la drogue en bas des tours, par exemple. Tout ça va nous permettre de retrouver des places pour ceux qui le méritent vraiment, et notamment les femmes que vous citez. Et à mes yeux, c'est ça la vraie justice sociale. Merci Sarah Knafo.